prochaine et déjà les noms de successeurs sont annoncés. Il y a eu un petit écho qui est peut-être passé un peu inaperçu le week-end dernier, c'est nos collègues d'SFR Sport qui visiblement ont révélé des contacts entre le Barça et Laurent Blanc la saison prochaine. Alors Laurent Blanc a-t-il le niveau pour coacher le Barça? Grand club, grand entraîneur français, grand club mondial. Vous allez sur le compte Facebook de l'équipe du soir, également sur le site L'équipe pour participer à cette question. Ce débat-là, on l'aura dans la deuxième partie aux alentours de 23h à peu près. Le président du soir, le président Stéphane Pauwels, fier de ces hommes qui ont gagné brillamment le quiz. Bonsoir maestro. Bonsoir, quelle belle équipe, du lourd, du très lourd. Oui, sans vilain jeu de mots intellectuellement bien sûr et dans les connaissances footballistiques. Ils ont écrasé largement cette équipe type qui était faible ce soir. Si vous pouvez les humilier encore, c'est rigolo ça. Steve Austin est dans la place. Vincent Duluc, bonsoir Vincent. Ça va m'aimer. Bien. Comme je vous sens un peu vraiment en veine ce soir, on va parler de Bastia. Sur les 5 dernières saisons de Bastia, combien de cartons rouges en Ligue 1 a écopé Bastia, joueur de Bastia? Est-ce que vous avez comme ça? C'est du genre 39. C'est pile. Mais comment vous faites, Vincent? Eh oui, on se demande. La hyène de l'équipe du soir est là. Étienne Moati, bonsoir ma hyène. Oh, ça rugit, là, hein. Oh, c'est chic. Comment peut-on douter d'un gaillard comme ça? Je sais pas. Non, mais je sais pas, moi ça me met toujours sur le cul. Le spectre de l'équipe du soir est là, Gilles Favard. Bonsoir Gilles. Je crois que ce soir, ils sont très forts. Ah ouais. Bonsoir tout le monde. Vous la sentez là? Sentez. Et le dernier, Gilles, il a mis sa veste couleur Michael Jordan. C'est Rico Blanco de La Plata. Eric Blanc, bonsoir. C'est bien la veste que portait Michael Jordan lors de ses années de gloire. C'est Non, bien la ça? même couleur. Enfin, similaire. Il avait acheté du verre, il a osé. Ah, vous faites pas la même taille? Non. Non, d'accord. La même détente. Et c'est la coiffure de Bernadette Chirac, c'est ça ce soir? Je viens en scooter, je fais ce que je peux. Moi, je n'ai pas une limousine et un chauffeur. Messi contre Enrique. Retour sur le fait majeur de la soirée d'hier soir à Barcelone. La saison prochaine, le Barça changera d'entraîneur. Luis Enrique l'a annoncé lui-même après la victoire contre Rion. Écoutez, regardez. J'aimerais commencer cette conférence de presse de manière différente que d'habitude. Je ne serai pas l'entraîneur de Barcelone la saison prochaine. Dans l'équipe du jour, Florent Torchu, spécialiste du Barça, nous indique que les liens entre Messi, la star, et le coach étaient vraiment quasi nuls. Alors la question, Luis Enrique paie-t-il son inimitié avec Lionel Messi? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Un duel de 3 carrels, là. Ils sont vraiment sur les ailes de l'équipe du soir. Oui pour Gilles Favard, non pour Eric Blanc. Gilles, c'est donc ça. C'est à vous. C'est moi qui commence. Ben moi, je lis la Bible. Sur la Bible, il y a 2 choses. La Bible qui est l'équipe le matin. Donc je lis, il s'est marqué noir sur blanc que Messi et Luis Enrique ne se parlent pas. L'autre Bible, c'est de dire qu'à Rome, il y a le pape, mais à Barcelone, il y a Messi. Donc celui qui commande, c'est Messi, puisque le pape commande à Rome, Messi commande à Barcelone. Si Luis Enrique n'a pas voulu se mettre dans la roue de Messi, c'est son problème. Il a eu des bons résultats, mais à l'heure actuelle, je pense que l'équipe montre qu'il y a un véritable problème entre eux et leur entraîneur. Eric Blanc. Alors, bien sûr, on peut demander l'avis de Messi, mais ça voudrait dire que Ronaldo, ailleurs, font les entraîneurs. Non, il y a une institution, il y a un choix. Quand on choisit un entraîneur, c'est qu'il faut avoir la philosophie, la culture. Il y a eu un incident en 2015, mais entre-temps, ils ont gagné 8 titres. Ils ont fait en 2015 5 titres d'affilée. Ils sont encore en compétition. Aujourd'hui, quelle est la durée de vie de tous les grands entraîneurs? Tata Martino, 2 ans. Guardiola, 4 ans. Lui, 3 ans, au bout du rouleau, fatigué. Et à un moment donné, même s'ils n'étaient pas les meilleurs amis, il y a beaucoup de respect. Et hier soir, il y a eu une accolade entre les deux hommes. Ok, c'était peut-être le baiser de la mort. Eric Blanc ou Gilles Favard, qui vous a convaincu sur le compte Twitter de l'équipe du soir? Évidemment, vous votez, vous tranchez. Le président Stéphane Pauwels est réquisitionné. Qui vous a convaincu? Je ne veux pas dire qu'il m'a convaincu complètement dans son argumentation, mais je vais dire Gilles, même si je rejoins certaines choses que dit. Vous pouvez donner un match nul, hein. Ça peut exister. Ouais, je vais mettre match nul. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a 2 présidents. C'est un avis. Si on dit une deuxième chose, tu peux même donner la défaite. Non, je vais te donner mon avis. Je pense que ce que j'ai vu contre Paris Saint-Germain, que cette équipe n'a pas joué, et que je pense que c'est les résultats d'un lever de bouclier. Je pense que indirectement, Messi
Et ça n'allait plus, le lien ne se passait plus, c'est pas forcément une dispute. Le courant passe plus entre les deux et je pense qu'ils n'ont pas joué ce match-là pour lui faire payer. Et maintenant qu'il a démissionné, je pense que le match retour contre Paris, les mecs ils vont jouer. C'est un point de vue personnel. Je pense qu'il y a eu dans le vestiaire un ras-le-bol. Un ras-le-bol et qu'à un moment, ils ont bâclé. Ils ont bâclé quelques copies. Avec quoi Avec juste l'entraîneur Avec un moment, la manière, le lien avec eux. Moi, j'ai vécu ça un jour avec Vaïd à Lille. Parce qu'il y a un moment, les mecs, même s'ils ont accroché au discours pendant... Ça s'use, comme je te rejoins. Il y a un moment, il y a une usure. Et sauf que Messi, c'est le boss, quoi. Ça, il a raison. C'est le boss. Et le boss, il a dit, maintenant, on arrête. Donc, qui, pour vous a convaincu je reviens, je vous repose simplement la question. Tu peux changer une troisième fois. Non, je pense que Messi... Je pense que Messi a mené la fronde, mais il a raison. Donc c'est qui? C'est Eric Blanc? Non. Ah. Donc c'est Gilles? Non, c'est match nul. Ok, match nul, ok. Non, c'était pour Les clarifier. Belges, c'est frites, moules et bière. Dom Ballon, je ne sais pas si vous connaissez cette parution espagnole, affirme et a affirmé le week-end dernier que Léo Messi, dans son feuilleton de prolongation de contrat, a exigé des petites choses et que le Barça, la saison prochaine, ne soit plus entraîné par Luis Enrique. Est-ce que vous avez eu vent de ça? Est-ce que c'est des choses qui sont extrêmement classiques ou c'est du fantasme? Mais ça existe. Ça existe. Quand la supériorité d'un club est à ce point personnifiée par le génie d'un joueur, évidemment que ça existe. On sait très bien que Messi est un faux mec sympa, entre guillemets, et qu'en fait, on a vu avec certains joueurs qui se comportaient comme le taulier, et c'est normal. C'est lui qui lui fait gagner la moitié du palmarès, c'est pour sa gueule. Donc c'est normal qu'il la ramène à un moment. Et donc je pense effectivement, même s'il ne l'a pas dit officiellement, il suffit qu'il fasse passer le message, ça suffit largement. Et ça arrive dans tous les clubs et ça arrive tout le temps. Mais ça n'arrive pas avec n'importe qui, il faut quand même s'appeler... Non mais... Surtout, c'est ancien en fait, l'histoire entre Luis Enrique et Lionel Messi, c'est pas sur 7 saisons. 2015, il n'avait pas fait jouer à la Real Sociedad et puis finalement il y a eu une petite brouille. Mais c'est là... Mais la brouille allait rester, depuis le départ. Ah bah attendez, notre spécialiste du Barça, il va le dire. Mais moi, j'attends de voir s'il va dire la totalité de la version. Parce que moi, je la connais par cœur. Alors, j'attends de savoir, en 2015, qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est une pression terrible pour la Yann. Il va s'écrouler. Il la connaît. Hein? J'attends. Eric, tu vas pas me la faire à l'envers. Je t'attends. Comme a dit Mitterrand à Giscard, je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas mon maître. Attention. Non, mais je t'attends, t'es le professionnel. Eric, simplement. Moi, je vais vous le dire. En 2015. Merci beaucoup. Oh là là. Et c'est que ça soit intéressant et pas trop long quand même. Mais moi je sais, mais il sait rien. Excusez-moi, Eric, votre caméra est là. Pouvez-vous faire un petit truc? C'est pas ça. C'est que fin d'année 2014, il y a les vacances. Ouais. Il octroie 2 jours de plus à Neymar et Messi. Ils arrivent en retard de 2 jours. Bon, il marque le pas. Il vient d'être entraîneur. Ça va sortir sur 5 titres, dont le triplé, Ligue des Champions 2015, la Coupe, le championnat, 2 trophées derrière. Donc en janvier, il est mis sur le banc contre la Real Sociedad. Ils perdent 1-0 et on en fait un pataquès. Oui, il y a eu des tensions, mais attends, Morico, parce que alors là, c'est moi qui vais te reprendre. Tu viens de dire en 3 heures ce que le présentateur avait dit en 15 secondes, quoi. C'est à peu près ça. Donc tu n'as rien à rajouter de plus. Mais tu penses que ce truc-là n'a pas laissé de trace? Je reprends le fil de ma pensée. Bizarreta a perdu sa place à cause de ça. Non, mais ça, c'est écrit, c'est le buzz. L'histoire est ancienne. L'histoire est en effet ancienne. Et Messi, comme le dit, l'histoire est ancienne. Et Messi, comme le dit Vincent, n'est pas un si bon gars que ça. Il a toujours gardé ça en tête. Et c'est vrai que Luis Enrique a gagné tellement de titres, ça a tellement bien fonctionné, le Barça sous son règne, qu'il n'y avait pas d'angle d'attaque. Cette saison, le jeu du Barça s'est un petit peu perdu. Les résultats, jusqu'à il y a très peu de temps, en tout cas en Liga, étaient nettement moins bons parce qu'ils étaient décrochés par le Real, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et il y a eu l'épisode Ligue des Champions. Donc là, il y avait la fenêtre de tir et Messi s'est engouffré. J'ai une question. Je peux poser une question à ces connaisseurs? Oui, en espagnol pour Eric, merci. Et non, il parle catalan couramment. Est-ce que maintenant que l'annonce est faite, est-ce que vous pensez comme moi, je pense, que justement maintenant, on sait qui va être parti, est-ce qu'ils vont se libérer? Oui. Non, mais libérer, oui. Je dis oui. Parce que je pense vraiment qu'il y avait un réel problème, comme l'a dit Vincent, il y avait un réel problème entre Messi et lui, entre le vestiaire, parce que bon, il y a certaines tensions, il y a peut-être eu des discussions à l'intersaison où des joueurs sont pas venus, où ceux qui sont venus ne convenaient pas aux anciens, et là, ils vont lâcher les chevaux. Alors, parce que mine de rien, je vais rejoindre Eric, je vais quand même lui faire plaisir, ils sont à l'agonie, ils sont en tête, faut pas l'oublier,
à part le match de Paris, ils sont quand même en tête du championnat. Ils ont gagné 5-1 hier. Non, mais peu importe, mais ils sont quand même en tête. Le Real, qui devait tout marcher sur tout le monde, il gagne pas. Ça fait un mois qu'ils gagnent pas un match. Ça montre d'ailleurs bien qu'il y a un autre problème qu'un problème sportif. Parce que si tu t'appuyais simplement sur les résultats cette saison, il y a eu la déroute au Parc, mais sinon, à part ça, ils sont en position de gagner une nouvelle Liga. Non, mais soyons quand même honnêtes. Ils ont raté un match. Et au niveau du Barça, c'est inadmissible. 4-0. Et donc, tu es d'accord avec moi, après, tu es d'accord avec moi que ce match-là, ils l'ont peut-être laissé plier. Il y en a beaucoup en Espagne, dont certains joueurs, mais il a refait jouer Iniesta, qui était à court de forme. Busquets, c'est Robert Busquets qui joue son grand-père. Alors qu'il y a des joueurs comme Gomez, Suarez, Rafinha, Arda Turan blessé qui pourraient jouer. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, ils sont passés au travers tactiquement et ça jouait. Et pour terminer, avant d'arriver au Barça, une défaite sur 22 matchs. Ils sont allés gagner à l'Atlético de Madrid. On n'arrête pas d'en faire du foin, peut-être champion. Ils les ont rebattus le week-end dernier, à l'arrache. Avant de venir à Paris, tu voulais dire, c'est ça? Avant, en coupe, ils gagnent 2-1 là-bas, ils font 1-1 avec une deuxième mi-temps pénible, mais ils vont gagner en championnat. Alors arrêtez de me dire que cette équipe, elle a des problèmes, mais on en fait un pataquès, on fait du buzz autour de Messi. Ils vont gagner contre Paris? Ils vont gagner contre Paris? Oui, gagner, oui, mais ils vont se faire éliminer. Parce que Paris est trop fort, c'est pas Riron. Non, Eric, on est juste un petit peu sorti de l'angle, voilà, tranquillement. On va regarder tout d'abord le résultat, parce qu'il y a eu un duel entre Gilles et entre Eric. Qui vous a convaincu? C'est Gilles, 52%. C'est pas loin. C'est le Léo qui a eu la peau de Louis. C'est le Léo qui a eu la peau du Louis. Voilà, Enrique. Toujours difficile de gagner contre moi. Niort, Paris Saint-Germain. Hier, Paris s'est qualifié contre Niort en Coupe de France. L'un des faits marquants de cette rencontre, c'est le terrain complètement pourri. Regardez cette action, 93e minute. Lucas va marquer, on en est sûr. Et non, Lagadou fait office de dernier défenseur. Alors, jouer sur un terrain pourri, est-ce pour vous vraiment le charme de la Coupe? Dame Coupe, comme on l'appelle ici. Oui. Un petit peu. Un petit peu. Mais oui, parce que ça fait partie du foot. D'abord parce qu'au départ, c'est pas un terrain pourri, c'est à cause de la tempête qui est devenu injouable au fil du match. Le terrain n'est pas pourri autrement. Non. On n'est pas dans un terrain de district, on n'est pas dans le cadre d'un petit contre un gros. Mais ça fait partie du foot. Et le charme de la Coupe, je trouve, c'est d'obliger une équipe comme le PSG à s'adapter à ces conditions-là et à montrer ce dont ils sont capables quand c'est pas agréable, quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, quand c'est moins confortable. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Blaise Matuidi, après la rencontre, on est allé lui poser quelques questions, et notamment des questions sur l'aire de jeu, les conditions de jeu. On va écouter Blaise Matuidi au micro d'Eddie Houda. Ouais, plus que délicate même. C'était injouable. Voilà. Mais dans ce moment-là, il faut chercher autre chose, et on a démontré ce soir que il n'y en a pas seulement le talent, on a aussi l'état d'esprit qui a été irréprochable malgré une équipe remaniée. On a montré qu'on pouvait être aussi des guerriers, et ça c'est bien pour l'état d'esprit, et on sait qu'en Coupe de France, pour gagner cette compétition, il faut passer aussi par des matchs comme ça. Stéphane Powell, vous voulez dire un mot en tant que président? Oui. C'est ça le charme. C'est que justement, les grandes équipes doivent aller mouiller le pinceau contre des équipes comme ça. C'est une belle victoire hier de Paris dans des matchs compliqués. Et il l'a dit, Blaise Matuidi, il a fallu qu'on y aille. Et le seul petit bémol, je pense, c'est sur les blessures. Il y a toujours un risque sur ce genre de terrain. Excusez-moi, je vous interromps parce que Thibaut Robry, notre téléspectateur de l'équipe du soir, avait cette question-là justement. Le charme de la Coupe de France, c'est bien, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux pour les joueurs? Je voulais juste terminer. Dans mon petit pays, c'est moins dangereux que le synthétique de Lorient. Nous sommes complètement d'accord. Je vais juste vous dire que dans mon petit pays, ça fait de nombreuses années où cette coupe, plus personne ne l'a regardée dans mon pays. Pourquoi? Parce que le petit jouait systématiquement chez le grand, partage, recette partagée, et t'avais plus aucune surprise. Et nous, en Belgique, on est fous de la Coupe de France parce que Calais et compagnie nous ont fait rêver. Eh bien, l'année prochaine, en Belgique, enfin, on va reprendre l'idée que le petit reçoit le grand. Cette coupe, moi, hier, je me suis éclaté. Moi, j'ai vu des trucs chouettes, quoi. Et ce soir, peut-être que Lille va se faire accrocher. C'est la beauté de cette coupe. Par Bergerac. Vous aussi, c'est le charme de la Coupe de France. Et voilà, évidemment, c'est la capacité d'un grand club comme le Paris Saint-Germain de se déplacer n'importe où. D'abord, c'est les Harlem Globetrotters au niveau français. Donc, c'est formidable que toute la France du foot soit susceptible de voir jouer le Paris Saint-Germain chez lui. Et puis, moi, j'apprécie cette équipe du Paris Saint-Germain qui met un point d'honneur à gagner ces matchs-là, à se déplacer, à gagner tous les titres, à jamais rien lâcher. C'est ça le respect du foot d'en bas, finalement, c'est de venir leur mettre une tôle à la maison, sur n'importe quel terrain, même s'il y a du vent, même s'il y a de la pluie. Et en plus, d'en être heureuse.
C'est-à-dire que, effectivement, la manifestation de leur joie à la fin du match, c'est Cavani comme un fou. C'est la plus belle marque de respect et du jeu et de l'épreuve et de l'adversaire. Ouais. Oui, mais enfin, il n'y a pas eu de surprise. C'est bien ce qu'il dit, la tôle au petit, 500 millions contre un budget de L2. Bon, ça n'a pas été facile. Hein. Non, bien sûr, mais ils ont le droit. Moi, je dis bravo à Niort. 0-0 à la mi-temps, accroché, il faut faire rentrer les stars pour gagner. Alors bien sûr, le terrain, mais en Angleterre, t'envoies des terrains, c'est la météo, c'est pas le terrain qui a fait qu'il a dit... l'arbitre aurait peut-être dû annuler peut-être le match. C'est en tout cas ce que nous dit, c'est en tout cas ce que nous dit le truc de Une dernière chose quand même, ces déclarations, il a raison, Matuidi, il dit la vérité, état d'esprit, on les a vus, ils sont embrassés comme s'ils avaient gagné. Sauf que s'ils avaient perdu, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Qu'est-ce qu'il aurait dit? C'est plus facile de venir quand même à la fin. T'as montré un état d'esprit de combattant, t'as gagné 2-0, on donne la bonne parole, bravo. Mais si tu perds et tu blesses Cavani à 4 jours ou Pastore à 4 jours du Barça, qu'est-ce qui se passe? C'est la une des choses. C'est l'histoire du ballon. Cavani il joue beaucoup. Le problème de Cavani, c'est qu'il joue beaucoup. Il peut se blesser aujourd'hui n'importe où parce qu'il n'a pas de remplaçant. Le Paris Saint-Germain, ils étaient contents de jouer le match. Le Paris Saint-Germain, ils étaient contents de le jouer jusqu'au bout parce que le pire qui pouvait leur arriver, c'est qu'ils soient à rejouer ce match-là quand il y a leur excusez-moi, vous revenez sur les blessures. Le pire, c'est que s'il y avait eu 2 blessés très graves des stars, on aurait fait quoi à la une de l'équipe? Mais sauf Rico, d'abord, c'est l'histoire du foot. Mais pourquoi l'arbitre, il a tous les matchs sont dangereux. Et deux, si tu regardes l'expérience, la dernière fois que Paris a eu des vrais blessés avant un match de Ligue des Champions, c'était au Parc des Princes. Pardon. Excusez-moi, terminer juste une chose. Explique-moi ce match en L1, il a déjà été annulé ou reporté. T'as vu les pluies diluviennes, le ballon il roulait pas. Rico, excuse-moi. À l'époque, quand j'étais dirigeant en Lille, on a fait des matchs dans les mêmes conditions. Et viens voir des matchs en Belgique contre Wasland, tu vas voir s'ils jouent pas sur des champs de patates. Je pense que la beauté du geste. Moi, je vais plutôt aller ce que dit Étienne. Moi, ce qui me plaît, là, il y a des blessures derrière, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, je retiens ce qu'il dit. Le même Paris, il y a de ça 3 ans, je suis pas sûr qu'ils vont avec la même arme, la même gagne, la même envie à Niort. Moi, franchement, ils avaient envie d'aller le gagner. Et la beauté du geste, c'est que c'était compliqué. Niort, ils ont fait le travail. De les faire passer pour des mecs. Ah non, mais attends, s'il y a bien un mec qui a allumé Paris, c'est moi. Oui, mais à un moment, il faut accepter les belles choses. Mais toi, tu les allumes en Ligue des Champions et t'as un mauvais pronostic. Mais arrêter à 500 millions contre 15 ou 25, de dire. Ça n'a rien à voir. Tu veux que je te dise une chose? Heureusement qu'ils ont fait le job. 7 millions de budget. Heureusement. Quand Toulon en rugby, où le Racing se déplacerait contre une équipe de Pro D2. Ne compare pas. Bon, c'est pas comparable. Tu parles du seul sport collectif où justement la différence de niveau, la différence de budget, elle peut se niveler sur un match. Tout à fait. Au rugby, ça n'arrive jamais, au basket, ça n'arrive jamais, au hand, ça n'arrive jamais. C'est l'histoire du foot que ça soit possible. Messieurs, on s'est quand même pas mal engueulé sur cette actualité du Paris Saint-Germain, actualité plutôt souriante. Donc jouer sur un terrain pourri, le charme de la Coupe de France, et c'est surtout le charme de regarder l'équipe du soir. Non, mon président, on va enchaîner, on est déjà un poil en retard. Bastia-Nantes, il y avait un match à rattraper. Comptant, il me semble, pour la 24e journée de Ligue 1. Je dis peut-être des bêtises. Alors hier soir, le fait de la rencontre, c'est qu'hier soir, Bastia a frôlé la victoire. Frôlé seulement à 50 secondes près. On va regarder la dernière action qui change tout. Pour Bastia, en tout cas, but de Diego Carlos à la 92e minute qui chamboule tout. Au classement, Bastia compte 3 points de retard sur Dijon, barragiste. Une victoire aura placé Bastia à 1 point seulement de Dijon. Diego Carlos, le but, il est bien rentré. Il était rentré à vitesse réelle, au ralenti, il va rentrer. Rui Almeida, le nouveau coach de Bastia, on va prendre de ses nouvelles. Ça n'a pas fort ce soir, écoutez-le. Bien sûr, nous sommes tristes. La victoire, c'est à 10 secondes pour nous. Ici, c'est seulement à 10 secondes de fin. L'important, c'est nous sommes très, très réalistes et chercher le chemin pour gagner le point que nous avons besoin pour coloquer cette magnifique club sous Ligue 1. 2 points donc, 2 points en moins pour Bastia. Le maintien Bastia s'est-il joué hier soir dans ces 50 secondes-là, les 50 dernières secondes du match? Non. Vous dites non. Pourquoi? Parce qu'il y a 11 matchs derrière et patati patata? Non, du tout. Un peu quand même. Parce que la donne, mais la donne a changé cette année. Il n'y en a que 2 qui descendent automatiquement. Donc la graduation des points va descendre. La seule chance qu'a Bastia de s'en sortir, c'est d'être barragiste. Parce que je vais souhaiter du bonheur à l'équipe de Ligue 2 qu'il faudra aller jouer le match retour à Bastia pour se qualifier. C'est la seule chose. Mais ils ont encore cette chance. Le seul problème qu'ils ont, ils ont gagné 5 matchs sur 27 joués, je crois. Aucun match gagné en 2017, toute compétition confondue. Ils ont gagné 5 matchs sur 27 matchs joués. Il reste 11 matchs. Ils jouent une fois le Paris Saint-Germain, ils viennent ici, donc je en mets 10. Ils reçoivent 5 fois. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent carton plein pour s'en sortir. Et sur les 5 matchs gagnés, on va leur laisser la chance. On va laisser la chance au produit, comme on dit, mais
Je pense qu'ils sont quand même bien malades, mais ils ne sont pas condamnés pour autant. Voilà. Juste une chose, sur les 5 matchs, ils ont gagné 3 à domicile, 2 à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ne font même pas le plein chez eux. Là, moi, j'ai regardé le calendrier quand même. Il y a un Bastia Saint-Etienne qui va arriver. Et ils vont aller à Metz. Et ils vont recevoir Lorient. Et là, ils n'auront pas le droit parce que c'est entre les aveugles et les bornes que ça va se jouer. Moi, j'ai regardé, donc on va dire Lorient est vraiment compliqué. Donc ça va se jouer entre Metz, pour moi, Bastia. Et Nancy peut-être. Voilà, surtout Nancy. Voilà, je fais abstraction aux autres parce qu'on aurait pu mettre dedans Dijon quand, mais je pense que c'est au-dessus. Juste un petit mot, et on reviendra également sur le calendrier, j'aurai une question sur le calendrier. Mais là, dans la semaine... Il a tout le calendrier. Oui, je sais qu'il a tout le calendrier. Il y a du vert, il y a du rose, il y a du noir. En fait, c'est pas la Liga espagnole, c'est la fin de classement de la Ligue 1 française. Rui Almeida vient d'arriver lundi dernier. Tout d'un coup, il y a ce fameux match en retard qui est joué. Il mène 2-0 et patatras, 92e minute. Ils perdent 2 points, les gars. 2 points. Ouais, alors tu ne peux pas demander à un nouvel entraîneur qui débarque. Non, je ne fais pas le procès d'Almeida. De tout changer. Moi, je pense que. Il n'a rien changé du tout, c'est les mêmes joueurs. Je vous rejoins, c'est la même équipe, tout le truc. Je pense que malheureusement, ça va se jouer entre les plus faibles. J'ai envie de mettre une petite pièce sur Nancy pour la descente. Je pense que Bastia à domicile, avec le public, et comme il dit, s'ils doivent jouer les playoffs, il va falloir y aller. Ils vont s'en sortir. Bastia à domicile, cette saison, c'est pas terrible. Ça ira mieux. Dans quelques minutes, on continuera. Peut-être juste une petite question sur Bastia, puis on après. Marseille-Monaco, Geoffroy Guichard, Vendée Globe, et puis une soirée kickboxing. Ça finira avec des pains et avec Rachid, notre cuistot. À tout de suite. Petite confidence, pendant la pub, on a parlé du Barça, de Luis Enrique, avec notre Rico Blanco. Voilà, on n'a pas tout dit, Mais Rico, je suis en train de parler simplement un petit teasing. On reparlera de cette actualité avec le départ de Luis Enrique. On aura 2 thèmes en plus pour vous et puis pour les copains. Vous allez un peu laisser parler les copains sur le Barça ou pas? Je ne parlerai plus. Vous parlerez plus. Je me suis fait piétiner depuis une semaine. Je ne peux plus rentrer. On ne me fait plus un café. On me traite de loque, de tocard parce qu'ils ont chuté une fois en 10 ans de magie. Ils ont fait tourner la planète football et tous les mecs les dézinguent. Messi, Tartampion, Duchemol, ils ne valent plus rien. Fin de cette deuxième partie. On va à la cantine. Merci beaucoup. Mal m'en a pris de lancer Rico sur le Barça. Ouais, Monaco. Après le match et la défaite plutôt, élimination de l'Olympique de Marseille, Rudy Garcia, le coach, était frustré. Objet de sa frustration, le premier et le dernier but encaissé par l'OM contre Monaco. On va l'écouter attentivement. On était mené 3 fois au score, on est revenu 3 fois. En faisant cadeau du premier but et du 4e, alors que Monaco, lui, nous a rien donné. On a marqué 3 jolis buts. Alors le plus gros cadeau de l'OM, c'est le premier ou le dernier but? Premier, dernier but, habillage à l'américaine. On y va, mes petits. Étienne, premier ou dernier? Dernier. Dernier? Ok, Étienne. Eric? Dernier. Dernier. Gilles? Premier. Premier. Bravo, Gilles. Vous m'avez dit, Vincent, premier? Non, j'ai dit ce qui est cadeau, c'est qu'ils n'avaient pas pris plus, mais... Mais sinon sans opinion. Ouais, sans opinion. Sans opinion. Je suis pas d'accord. Sans opinion. L'ensemble de... Ah, vous n'êtes pas d'accord? Ok. Mais, on vous fera parler, mais Gilles, vous m'avez dit le premier. Vous avez l'œil rigueur, Gilles. Premier. Le premier, vous nous expliquez pourquoi? On peut sortir de l'habillage à l'américaine qui rentre aux États-Unis. C'est parti. Sur le coup franc, le mur, Thauvin et c'est Rolando, là, ils font n'importe quoi. Et bon, et l'Albatros, il a une aile coupée. Donc voilà. C'est son surnom, l'Albatros. C'est pas un surnom qui s'appelle. Voilà, les deux là. Voilà. Et l'Albatros, voilà ce qu'il fait derrière. Bon, il est en train de le but. Si ça, c'est pas cadeau, je sais pas. Pardon, mais Yoann Pelé, il n'est pas un peu moins fautif que les autres? Ou alors non, il a une position de corps qui est terrible? Non, mais je veux pas dire. Il est pas. C'est un l'enchaînement des deux. C'est un peu pour lui quand même. Oui, d'accord, mais les deux devant qui s'y trouvent quand même. Et devant, le ballon, c'est Moïse, c'est l'eau qui s'écarte. Excusez-moi, la balle de Moutinho, c'est pas une frappe super sèche, mais enfin, c'est une frappe qui part relativement vite. Les deux, Rolando et Thauvin, l'écartent. Pourquoi vous la touche? Ça n'empêche pas d'arrêter le ballon derrière. Finalement, vous pensez qu'il est vraiment pour lui? Mais parce qu'il est là pour ça, il est sur le ballon. S'il est loin du ballon, je peux comprendre, mais il est sur le ballon, il doit être un peu mieux coordonné quand le ballon arrive et réagir un peu plus vite. Mais il a un bon jeu au pied. Parce qu'il y a certains chroniqueurs, ils nous parlent toujours du jeu au pied des gardiens. Moi, je préfère qu'ils arrêtent les buts, des gardiens. À la base, un gardien, c'est les mains. Voilà, c'est les mains. Et là, il a les mains. On va filer de l'autre côté du plateau, puisque vous, c'est plutôt le dernier but qui vous a. Enfin, le dernier but pour vous, c'est cadeau. Étienne et puis Eric. Oui, c'est cadeau parce que, bon, évidemment, les fautes sur le premier, elles sont manifestes, mais sur le dernier.
c'est encore plus embêtant parce que Marseille a fait tellement d'efforts, avait tellement peu de moyens pour revenir dans ce match. Ils sont revenus dans ce match. Lâchés comme ça, sur un problème de volonté, sur un problème de positionnement, quand on est au Vélodrome dans un match de coupe et qu'on a l'opportunité au moins d'aller jusqu'au tir au but et de réussir à se qualifier, pour moi, ça, franchement, c'est impardonnable. Bon, on va la revoir. Moi, j'aurais quelques questions à vous poser. On est aux alentours de la 112e minute. On va revoir le but. Qu'est-ce qui vous a frappé sur ce but, Éric Blanc, que vous avez sélectionné, le dernier but? Non, mais pour revenir, c'est déjà la perte de balle de Cabella. Ouais. Après, ils se font, les deux centraux sont pas là, Muset-Grévin, comme d'habitude. Mais moi, je reviens sur le premier but. Il reste. C'est dommage, on a l'illustration du deuxième. Non, parlez du deuxième, on en a la parole. Le Muset-Grévin, Cabella perd le ballon. Moi, ce que je retiens, c'est quand tu sais que tu joues Monaco, tu dois pas être suicidaire. Tu reviens, il a dit, à l'arrache. Tu es à 3-3, tu dois aller au péno, donc tu dois avoir de la maîtrise, des leaders, calmer le jeu, être regroupé. Et pour terminer, quand tu prends le premier but, même si c'est une faute de main, pareil, tu as du temps pour aller quand même chercher. Et là, tu reviens 3 fois, et ça me fait penser, je suis désolé, j'étais un des seuls à dire que Monaco s'était comporté d'une façon suicidaire à City. Ouais. C'est la même chose, parce que quand tu as des joueurs d'expérience et que tu reviens à 3-3, va au pénalty, t'as pas les moyens, tu as les chaussettes en bas, tu es rincé, tu es fatigué, tu vas pas chercher un quatrième. Arrête de jouer. Arrête de jouer, stoppez de jouer. C'est rare chez vous, Rico. Il y a 2 minutes de la fin. Non, mais sur ce match-là, si Monaco avait voulu vraiment tuer le match, d'ailleurs, je ne comprends pas comment ils ne l'ont pas fait avant. C'était une équipe très faible contre une équipe Monaco normale. Le Mbappé, c'est un régal. Chaque fois qu'il accélérait, les mecs, ils étaient enrhumés. Il faut être sérieux. Et là, moi, un truc qui me fait rire, même c'est cette histoire. Je voyais dans l'équipe type aussi, on parlait de la cotation de Rolando. J'ai dit ici, il y a la note de Rolando dans un journal de la région marseillaise. 1,3. Moi, je m'amuse. Et pas ces 4 messieurs ici, mais moi, d'ailleurs, Vincent était présent un jour d'un plateau où il y a de ça quelques mois, 7-8 mois, dont ma chère Karine Galli m'avait dit, Rolando, tu es sévère. Écoute, moi, j'ai rien inventé au football, mais quand tu joues déjà pas à Anderlecht, que tu n'as déjà pas le niveau pour jouer dans le championnat belge, comment tu peux devenir un leader à Marseille? Arrêtons de dire des conneries. Moi, je m'insurge sur qui a recruté ce genre de joueur en faisant croire que c'était un grand joueur. On nous l'a vendu comme Beckenbauer. Allez, un petit vélo de grosse sonnette, toi. J'aime bien cette expression. Sur Rolando et sur la charnière centrale, il y a toujours un petit truc. Non, mais il y a toujours un petit truc. Pourquoi ces défenseurs centraux regardent toujours le ballon et jamais, ils n'ont jamais un œil. Expliquez-moi. Je peux juste terminer. Mbappé quand il recevait. Je vais répondre sur votre question. Mbappé, quand il reçoit le ballon, dos au but, chaque fois, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il fait, super, feinte à gauche et il vient toujours extérieur de son pied droit. Vous avez vu ça? Chaque fois qu'il fait ça, Rolando, il était couché, quoi. Mais c'est une blague. Contre Paris, sur le dernier but de Matuidi, vous avez vu cette image? Il se couche. On dirait qu'il va à la natation. On dirait qu'il va au club de natation. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Il défend comme nous on fait en CFA2. Il y a des joueurs, Robben, ça fait 15 ans qu'il fait la même feinte, ça fait 15 ans que ça prend et 15 ans qu'il marque. D'accord, mais là, enfin. C'est toujours la même. Et voilà. Donc, il a ce truc. En plus, il va très vite quand il le fait. Mais pour revenir au 3e but, où je ne partage pas tout à fait la vie. Au quatrième but de Monaco, où je ne partage pas tout à fait tout le monde, c'est qu'au moment où Cabella perd le ballon, tout le monde recule de Marseille. Parce qu'il n'y a personne dans la zone. Il n'y a personne. Il y a pas ça coûte cher de revoir les images, non? Non. On n'a pas les moyens? Non, si. On a les moyens. Un stagiaire va être licencié. Merci, Gilles. On va aller voir tranquillement. Non, mais si. C'est des petits personnels. Excusez-nous, c'est le 4e but, mes petits Mickey. C'est pas le premier, il y aura 2 stagiaires qui vont être virés. Mais qu'on voit 4e but, mes Mickey. On y va. Sur le recul au moment de la perte de balle. Non, attendez. Gilles, ne vous énervez pas. C'est vraiment un stagiaire qui a la balle. Non, il y a le ralenti qui va arriver. Voilà. La perte de balle. Où ils sont là? Ça recule. Mais ils reculent. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur laissent tout le truc. Le pire, c'est Doria. Pour moi, Doria, c'est Fantomas. Là, le ballon part à gauche, il trottine comme s'il n'y avait pas danger de but. Il y a le feu. Ça prouve qu'ils ont un niveau très faible. Parce que quand tu es défenseur, tu dois couper les lignes de passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu n'es pas sur l'homme, tu n'es pas sur le ballon, tu vois le déplacement des joueurs, tu sens le football. Pratiquement, un défenseur doit savoir ce que va faire l'attaquant. Et donc, couper, aller. Un bon défenseur. Oui, et ils se font aspirer. Et ils oublient
Qui peut recevoir le ballon? C'est comme Thiago Silva quand il fait la tête au deuxième poteau de Marquinhos en coupe. Qui va recevoir le ballon? Il faut être sérieux quand même à ce niveau-là. Je repose ma question. Comment se fait-il que sur les situations défensives, on voit souvent des défenseurs centraux marseillais regarder le ballon, se positionner par rapport au ballon et pas par rapport à leur défenseur, enfin à leur joueur qui est dans leur Mais c'est parce qu'ils sont limités. Parce qu'ils sont limités. Mais je trouve aussi que l'analyse de Rudy Garcia, sur le coup, elle est limitée aussi à mes yeux. C'est pour ça que l'histoire des buts, parce qu'il résume ce match au but. Les buts de Marseille sont superbes, c'est vrai. Mais c'est miraculeux par rapport au rapport de force. C'est-à-dire qu'il néglige complètement le rapport de force. Le rapport de force, c'est d'y avoir 3 buts d'écart. Tout le temps. C'est miraculeux que Marseille revienne 3 fois. C'est courageux, c'est tout ce qu'on veut. Mais ça ne correspond pas à l'analyse du rapport de force du match. Le rapport de force, c'est qu'il y a une vraie équipe qui est Monaco. Et hier soir, il y avait une équipe courageuse, mais Vincent, rien d'autre. À peine courageuse en plus. Parce qu'elle est courageuse, on a ce sentiment-là, parce qu'elle a, entre guillemets, la chance de revenir donc plusieurs fois dans le match. Maintenant, je trouve que sur l'intensité qu'ils ont mis défensive, sur la volonté, je les ai pas trouvé particulièrement courageux non plus. Etienne, comme face à Paris, contre face à Paris. Ouais, voilà, ils ont été un petit peu plus courageux. Je trouve que Garcia est un peu sévère, parce que c'est vrai que là, les joueurs de Marseille ont essayé. Mais moi, j'aimerais bien entendre Gilles, parce que il faut jamais... Dès que je parle, tu veux entendre Gilles. Non, mais je t'explique, Vincent, je vois pas... On en a parlé ensemble. Non, mais c'est normal. On en a parlé, mais non, mais il considère que je connais mieux le foot que toi. Non, mais laisse-moi finir, parce qu'il faut toujours citer ses sources, et puis je pense qu'il a une analyse très bonne. On parle de la défense. Mais parle-nous du milieu de terrain. La défense. Parle-nous du milieu de terrain de Marseille. Le milieu de terrain, je ne citerai pas. J'ai un bon copain agent qui habite Marseille. Il m'a dit c'est Mousse la galère, le milieu de terrain. En se marrant, il m'a dit mais tu vois pas, on dirait des mousses, c'est Mousse la galère au milieu. On joue oui, c'est Mousse la galère, le milieu de terrain. Je sais pas, ici, il y a 2 mois, il y a des gens qui m'ont dit que Lopez allait être international. Non, c'est le nouveau Zidane, ils ont dit. Non, mais attention. Non, mais il faut être sérieux. Non, mais franchement, être sérieux quand même. Non, mais là, il a tort de. Lopez, je vais le dire, c'est faible. Non. Moi, je suis. Je donne rendez-vous. Oui, tu vas me donner rendez-vous quand? Bah attends. Quand on va être arrière-grand-père? Quand on va avoir des... On va être à la pension Mimosa tous les deux, on va se raconter les anciens combattants. Moi, la pension Mimosa, c'est pas pour moi. Toi, c'est bientôt. Mais moi, je termine une chose, c'est que Lopez, c'est un attaquant, un meneur de jeu. Mais celui qui manque, et personne, c'est qui? Lassana. Il est où? Parce que quand on a dit Diarra, c'est pas grave. Ça fait 1 an qu'il n'a pas fait un match. Ça fait 1 an qu'il joue pas. Lopez, c'est une crevette. Arrête. Lopez, il fait 1m25, il est taillé comme une crevette. On est en train de nous dire que c'est Zinedine Zidane. Parce qu'il a fait 2 petits ponts et 2 assists. Non, mais il a 18 ans. On est en train de s'enflammer. Et Messi, il fait combien? Il a 18 ans. Vous n'allez pas comparer Messi avec Lopez, mais vous venez fou, quoi. Mais tu parles du gabarit. Mais il n'est pas prêt. Tu vois bien que ce garçon, c'est un bon petit joueur en devenir. Mais arrêtez de nous faire croire. C'est comme Meriem à l'époque, quoi. Arrêtez de nous faire croire que ce type est un grand joueur. C'est un bon gamin qui grandit. Laisse-le grandir, mais c'est simple, c'est Doria, Rolando. Qui n'en voulait pas? Bielsa. Le maître a joué. Bielsa. Doria, il n'a jamais calculé. Il le remet. Alors s'il n'a pas mieux que ça, et chaque dimanche, on les voit sur le terrain, ils coulent. Mais justement, ce qui se passe, ça met le doigt sur quand même, pour moi, c'est l'erreur d'orientation au mercato. Bien sûr. De mettre 30 millions sur Payet quand tu n'as pas de défense. Quelle erreur stratégique, quoi. Non, mais Payet, c'est un... Il y avait quand même. C'était bien. C'était quand même une opportunité. C'est une opportunité. Tu sais bien, Vincent, c'était au mercato d'hiver. Il ne pouvait pas sortir. Une opportunité d'un joueur qu'ils ont vendu 14, qui rachète 18 mois après. Avec un salaire de ouf. À qui il donne 600 000 € de salaire jusqu'à 36 ans. Ah non, Étienne, mais quelle opportunité dans la gestion du recrutement, c'est une catastrophe. Merci, mes amis. Pas chez moi. Ça s'appelle une connerie. On avait commencé ce débat par un petit tour de plateau, et Vincent, vous ne vouliez pas forcément rentrer dans le débat, ni le premier, ni le quatrième, il y avait tout autre chose. Vous êtes exprimé ou pas? Oui, je l'ai dit, c'était par rapport au fait de se retrancher juste derrière les buts et pas sur le rapport de force. Ok, très bien, c'est clair. Mes amis, j'ai la voix éraillée. Les défaites de l'OM sont-elles pour Garcia ou pour les joueurs? C'est Alban Richat qui aimerait opposer Rudy à ses joueurs. Alban Richat sur le compte Facebook de l'équipe du soir. Merci mon cher Alban. C'est compliqué de répondre et d'être faire la part des choses. Les joueurs, on vient de les habiller tous pour l'hiver, même si on arrive bientôt au printemps. Garcia, pour le moment, sur les matchs qu'il a eu à disputer, des matchs importants qui comptent, à part quand il a mis le bus à Paris, franchement, il n'a pas montré grand-chose. Il a été se faire punir donc, par le Paris Saint-Germain. Il était prévenu, il refait pareil à Monaco. Ils prennent des raclées contre toutes les grosses équipes.
il va falloir qu'il prouve quelque chose au peuple marseillais, Rudy Garcia. Pour le moment, c'est pas fait. Rudy Garcia, son OM, aucune victoire cette année sur les membres du top 5. Tu peux pas gagner. Non, mais très rapidement, on est déjà après la bourre. Allez-y. Il est pris par la surcom outrancière de Marseille de vouloir revenir trop vite, trop tôt. Il se prend au jeu d'être meilleur. Il n'est pas invité. Peut-être enfin, comme coach, il a prouvé à Lille, mais pas avec l'effectif qu'il a. Et il se trompe en voulant défier Monaco et le PSG. Geoffroy Guichard, le rachat de Geoffroy Guichard par Saint-Etienne, est-ce vital pour l'avenir de Saint-Etienne? Question, alors que le rachat du stade par le club marque l'actualité. Le club voulait l'acheter ou veut l'acheter toujours pour 1 euro symbolique. La mairie, évidemment, fait un peu monter les enchères. Mais la question de fond, ce rachat est-il vital pour l'avenir, pour le club de Saint-Etienne? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un deuxième duel ce soir, avec 2 personnes différentes. Jingle. Étienne Moiti, c'est non. Vincent Duluc, c'est plutôt oui. Plutôt oui, ça m'intéresse. On y va, on parle du rachat, donc vital pour le club de Saint-Etienne. C'est à vous, Vincent. J'avais peur que ce soit difficile, mais en fait, ça va être assez simple. Bien sûr que c'est vital. Quelle est la carte aujourd'hui du foot français? Il y a 2 places et demie en Ligue des Champions. La Ligue des Champions est le seul axe possible de développement économique et sportif pour investir. Pour Saint-Etienne, change de catégorie. Pour l'instant, c'est une équipe de Ligue Europa, abonnée à la 4e, 5e place. Il faut des nouvelles ressources. Les seules ressources peuvent venir du stade. Le rachat du Chaudron peut être vital, surtout si le club ne le paye pas au vrai prix. Et comme il s'y attend, arrive à trouver un prix qui soit du genre entre 50 et 100 millions, qui soit beaucoup plus facile à financer et qui puisse permettre à Saint-Etienne de développer ses propres ressources. Étienne Moiti, Vincent, c'était trop long. Étienne. Quand je regarde les clubs de Ligue 1 qui ont été repris, il y en a eu pas mal ces derniers temps. Paris Saint-Germain, Monaco, Lille, ce ne sont pas des investisseurs qui sont venus racheter un stade. Ils ont racheté donc une société et il y avait un stade qui appartenait à une mairie. Et finalement, ça leur va assez bien. Ils se développent Paris, Monaco, Lille aujourd'hui, et donc arrivent à se développer sans ça. Et ce qu'il faut à Saint-Etienne, c'est des investisseurs, c'est un repreneur, parce que Romeyer et Cayezo, ils sont à bout de souffle, ils n'ont pas les moyens. 3, 2, 1, plus de possibilité de relancer de la part de Vincent, donc le duel, on termine là. Sur le compte Twitter de l'équipe du soir, qui vous a convaincu? Vincent, Étienne ou Vincent? Pour finir, Vincent, il est pour ou contre? Ah bah oui, plutôt oui. Plutôt oui, hein. Ah bah oui, plutôt oui. Oui, plutôt oui, pour passer un cap et pour... Oui, indispensable. Stéphane Pauwels, qui vous a convaincu? Vincent, parce que je pense que si on veut grandir, c'est indispensable de passer par là. Mais je rejoins un peu Étienne, qu'il y a repreneurs et repreneurs. C'est-à-dire qu'il y a des repreneurs qui, pour l'instant, moi je veux voir si M. Lopez a vraiment mis la main à la poche de sa propre poche et si ce n'est pas des montages derrière financiers. Moi je pense que s'il y a un vrai repreneur, le club de Saint-Etienne, qui est un grand club français, peut aussi jouer dans la cour des grands, mais il faut des gens solides derrière. Mais personne on parle de quoi? On parle d'un repreneur ou on parle de racheter le stade? Le débat est de savoir s'il faut que Saint-Etienne rachète son stade. Parce que si tu rachètes... Mais bien sûr que non, mais bien sûr que non. D'abord, ils vont jamais racheter ce stade. Tu dois racheter le stade si tu as un repreneur. Ils vont jamais racheter ce stade. Et quand on écoute et on lit, le maire de Saint-Etienne, c'est 150 à 200 millions d'euros. Il manquerait plus que la mairie, elle brade donc un bien qui est un bien public, donc à des investisseurs privés qui n'ont pas véritablement d'ailleurs l'envie de le racheter, sauf si ça leur permettrait de faire un coup derrière. Ce qu'il faut à Saint-Etienne, comme dans tous les grands clubs français, comme dans tous les grands clubs européens, comme dans tous les grands clubs mondiaux, c'est d'avoir des gens qui ont de l'argent pour financer le club. Et toi, il faut 3 minutes pour défendre ton point de vue. Excusez-moi, Gilles Favard et Éric Blanc. Gilles et Éric, qui... Non, je trouve que pour une fois, c'est un sujet intéressant. Donc... Ça fait 4 ans que vous faites l'émission, on a enfin un sujet. Merci de me remettre les palmes académiques et ma carte de journaliste. Enfin, les parents, enfin, j'ai le diplôme. Allez-y, Gilles. Non, mais parce que Étienne reste sur ce truc qu'il faut des investisseurs qui mettent. Mais je pense que vraiment l'avenir, il va falloir. Mais c'est un vaste débat. Il va falloir vraiment que les mairies, que politiquement, on change de notre vue sur le monde du football. Le monde du football, ils sont gentils. D'accord, ils disent qu'ils en veulent 150 millions. Ok, d'un côté, il y en a un qui dit qu'il est 150, de l'autre côté, il te dit je te donne un euro symbolique. Bon, les deux se foutent de la gueule de l'un et de l'autre. Ah, c'est quand même plus proche de 150 que de l'euro symbolique. Oui, non mais, écoute-moi... si Saint-Etienne, il n'y a pas le football, qui c'est qui connaît Saint-Etienne? Personne. Hein. Depuis 50 ans, personne ne connaît Saint-Etienne. Et le stade devient quoi? Et le stade devient quoi? Donc il est gentil, le maire de Saint-Etienne. Mais qui lui fait de la pub? Le foot. Donc c'est normal qu'il y ait un retour sur investissement. Donc qu'il y ait une discussion qui est
désaccord, je veux bien que la mairie se fasse pas flouer. Est-ce que tu as vu beaucoup de clubs en France qui ont racheté leur stade? Mais je te parle bien d'en France, je te dis simplement que la politique française change. Est-ce que ça a été un frein à l'arrivée d'investisseurs dans le foot français? Il y en a oui, il y en a, mais non, il y en a de plus en plus. Parce que tu as pris deux exemples. C'est pas vrai. Excuse-moi Gilles, c'est pas vrai. La réalité des faits, elle te donne tort. Pourquoi? Qui est venu? Les Qatariens, donc au Paris Saint-Germain. Oui, ils sont venus pourquoi? Ils sont venus pour faire un club, pour avoir du prestige et monter une grosse équipe. Ils ont pris un accord avec un président de la République pour tout un tas d'accords politiques, dont le football. Est-ce qu'il a le stade? Non. Lopez Ali, est-ce qu'il a le stade? Non. Personne n'a le stade. Mais McCourt, il veut le stade. Tout le monde veut le stade. Ils vont avoir des grosses équipes et les seuls qui ne vont pas avoir une grosse équipe, c'est Saint-Etienne parce qu'ils ont des investisseurs qui n'ont pas les moyens d'avoir une grosse équipe, c'est tout. Éric Blanc, à vous de rentrer dans là où je rejoins Étienne, c'est d'abord des investisseurs qui ont des moyens. Après, si tu as un accord avec la mairie dans la location, l'utilisation qui te convient, tu peux. Mais à long terme, je le rejoins, il faut maîtriser ton outil, tes recettes, tes abonnés. Et Arsenal, pourquoi certains clubs s'en vont? Ou, je te dis, tu as un rapport avec la mairie et ça te convient bien, et ce qui te reste dans l'assiette, c'est top, et quand ça va pas... Alors bien sûr, le Paris Saint-Germain, tu peux pas l'acheter, de toute façon, ils s'en foutent, mais l'OL... Il a bien acheté. Comparer Geoffroy Guichard à l'Emirates, je veux dire que c'est pas du tout le même genre de recette, c'est pas du tout le même genre de stade. Je peux terminer, c'est juste pour... Si demain ils vendent le parc, si les Qataris, tu penses bien qu'ils ont discuté, si demain... Ils sont d'accord, si la mairie est d'accord, ils l'achètent tout de suite. Ils ont des moyens illimités. Et quand on n'a pas les Russes, il faut quoi? Il faut trouver un modèle économique français qui repose sur quelque chose. Lyon, ils ont mis 500 millions pour avoir leur stade. Moi, si j'étais supporter des Verts, je préférais qu'il y ait des nouveaux investisseurs, qu'il y ait beaucoup d'argent comme il y en a dans d'autres clubs, plutôt qu'ils rachètent Geoffroy Guichard. Résultat du duel entre Étienne et entre Vincent. Vincent Étienne qui gagne. Sans peut-être le match nul. C'est Vincent Duluc, 55 à 45. Dernier débat à présent, un petit coup de Vendée Globe qui revient dans l'actualité car on a eu aujourd'hui des nouvelles de la lanterne rouge du dernier de la course, la galère pour Sébastien Destremo. Alors il a prévu trop juste en nourriture, il ne mange plus qu'une fois par jour. Cette galère, franchement il s'en tire plutôt bien. Regardez cette vidéo qu'il a postée cette semaine. Et oui, je suis en train de pêcher. Le bateau a beaucoup ralenti, on est en train d'arriver dans l'anticyclone des Açores. Donc on avance à 4-5 nœuds. Donc j'ai une traîne et j'essaye de pêcher parce que comme vous savez là maintenant on commence à être un peu juste. À une semaine de l'arrivée au sable, on commence à être vraiment juste au niveau nourriture. Mais je suis assez mauvais en pêche. Carrément mauvais en pêche. Donc je ne suis pas... On verra, hein, on verra, on y croit en tout cas. C'est déjà ça. Voilà. Si on peut se choper une petite dorade, un petit truc... bon, j'ai pas de barbecue, hein, mais enfin, quand même, ça peut être sympa. Mais j'y crois pas. Alors le vrai héros du Vendée, c'est qui? C'est le premier, Armel Leclache, ou c'est cet homme, la lanterne rouge? Les deux. Non, c'est le dernier, pour moi. Mais c'est le dernier, pourquoi? Il y a une réponse, allez-y. Parce que, évidemment, et c'est des exploits formidables ce que font ceux qui gagnent aujourd'hui le Vendée Globe, mais ce que le public retient de ces courses-là, c'est des aventures humaines, c'est des histoires humaines. Et il y a des histoires qui sont absolument fabuleuses dans la voile, dans ces courses autour du monde, et même dans les traversées de l'Atlantique. Des histoires extraordinaires. Par exemple, moi je connais bien Jean-François Coste, qui a disputé le premier Vendée Globe. C'est Titouan Lamazou qui l'a gagné. Lui, il est arrivé 2 mois plus tard. Mais c'est un héros, c'est une vedette. Et on lui parle de ça encore aujourd'hui, c'était en 89. Merci mes amis, on a fait un petit tour de voile. Dans quelques minutes, c'est une soirée Nyom Kickboxing sur la chaîne L'Équipe. On se retrouve aux alentours de 22h30 pour une belle soirée avec des gens là qui sont jamais d'accord, qui n'arrêtent pas de s'engueuler. C'est formidable. On va passer. On parlera du Barça encore ou pas? Toujours du Barça et encore du Barça. Luis Enrique. À tout à l'heure les amis.